samedi 18 novembre, le réseau des bibliothèques havraises a invité Dominique Blanc-Francard à la bibliothèque Oscar Niemeyer, illustre producteur et ingénieur du son. Il est l'incarnation de 50 ans d'histoire de la musique. Il a enregistré, produit ou travaillé aux côtés des plus grands artistes mondiaux, de Pink Floyd à Elton John en passant par Cat Stevens, et a collaboré avec Benjamin Biolay, Stéphane Escher et Alain Bachung dans les années 80. Il avait la réputation d'être le plus grand hitmaker de la musique pop française, avec 8 des 12 premiers titres du top 50 enregistrés et mixés par ses soins. Depuis 1995, Dominique Blanc-Francard dirige le studio Labomatique à Paris, où il expérimente les nouvelles technologies et où le groupe havrais City Kids a enregistré son dernier album, The Leader of the World. Cette conférence était animée par Gérald Guignot, qui a notamment travaillé pour le label New Rose et a monté de nombreux labels comme plus récemment May I Records et Kizamid Records. Eh bien, bonjour à vous. Merci d'être venus aussi nombreux pour écouter Dominique. Oui, c'est beaucoup. Ça nous fait très plaisir. Nous allons tenter au cours de cette heure de parcourir la carrière de Dominique Blanc-Francard. Je dois dire que ça va pas être facile. Ça va être, on va faire un. Il va falloir être bref. En fait. Bref, voilà. Nous allons être brefs. Nous avons décidé de vous faire un parcours chronologique du travail de Dominique. Donc, nous allons commencer par les débuts. Qu'est-ce qui a motivé pour toi ton désir de devenir ingénieur du son ? En fait, je voulais être musicien surtout, et je me suis retrouvé ingénieur du son parce que mon père était ingénieur du son à la radio-diffusion-télévision française, et il avait eu la chance de pouvoir ramener à la maison du matériel pour travailler quand il était très occupé. Et donc j'ai baigné avec mon frère dans l'ambiance des magnétophones et des microphones et des ciseaux et de la bande magnétique depuis que cet appareil existe. Et à mon avis, je remonte ça aux alentours de début 1950. Et nos voisins pensaient qu'on avait quand même des choses bizarres dans la maison, parce qu'il y avait des voix qui sortaient de haut-parleurs, et à l'époque, personne ne savait ce qu'était un magnétophone. Donc c'est assez rigolo. Et moi, j'avais pas du tout envie de faire ce métier-là, parce que mon père faisait ça, et je trouvais que c'était très contraignant, très envahissant, parce qu'il était assez peu présent. Et je me suis dit, je vais plutôt avoir envie de faire de la musique, parce que ça me plaisait beaucoup. Mais alors, je vais vous montrer quand même comment ça se passait à l'époque, au début, dans les années 50. Mon père travaillait à Europe numéro 1, à l'époque, après la radio-diffusion française, et ça, c'est dans un quart de reportage, où il était en train de communiquer avec Paris, il suivait le Tour de France, et donc il y avait tout ce matériel-là, et chaque fois qu'il pouvait, il m'emmenait avec lui dans les studios, tout ça, et donc j'ai découvert cette passion de la technologie qui vraiment n'était pas un jouet ni une vocation pour enfants à l'époque. C'est à cette époque-là qu'il y avait le fameux Paris-Bordeaux-Le Mans dont tu me parlais encore tout à l'heure. Oui, alors Paris-Bordeaux-Le Mans, ils disaient toujours ça, les gens de la radio, dans un micro, Paris-Bordeaux-Le Mans, et on ne comprenait pas du tout quel était l'intérêt de parler de Paris, de Bordeaux et du Mans quand on suivait le Tour de France. Et en fait, c'est probablement dû à une nécessité d'avoir les phonétiques de toutes les voyelles pour tester les lignes téléphoniques. J'ai découvert ça bien plus tard. C'était beaucoup moins poétique d'un seul coup. Donc après cette époque, ça c'est la fin des années 50, je me retrouve au début des années 60 dans un petit village qui était en dehors de Paris, qui s'appelait Marly-le-Roi, qui s'appelle toujours Marly-le-Roi, où il y avait un grand ensemble qui venait d'être construit. Et là, je me trouve, avec 14-15 ans, un peu perdu, avec un copain à moi qui jouait de la guitare et d'autres amis qui étaient évidemment dû la proximité de tous les blocs devenus assez copains. On a appelé ça la bande de Marly, et on commençait à faire gratouiller un peu la guitare sans avoir vraiment une certitude qu'on aurait un jour le quelconque succès. Et donc c'est drôle parce que la bande de Marly, c'est eux. Voilà, c'est de la bande de Marly. Marly-le-Roi, les Grandes Terres, les Pingouins. Voilà. Alors du coup, moi je suis là au milieu avec tous mes potes autour. Les deux qui ont des engins motorisés, ces deux potes de lycée qui étaient venus nous rendre visite parce qu'on était quand même à 20 km. C'était une expédition absolument incroyable. Et on a commencé à faire de la musique. Et là, en commençant à faire de la musique, on s'est retrouvés à jouer des trucs un peu Django Reinhardt dans les bars, trucs assez classiques et tout. Et puis, un jour, grâce à lui, mon père vient me voir et me dit, tu sais que
j'ai des gens à côté de moi, là, à Europe numéro 1, qui cherchent des musiciens pour monter un groupe de rock. Moi, je dis, ah bon, c'est quoi? Il demande si vous voulez pas, avec ton copain guitariste, passer une audition. Ok, on est passé une audition et on était engagés. Et donc, on était engagés pour fabriquer un groupe de rock qui n'existait pas du tout, qui s'appelait les Pingouins. Et ce groupe était voué à accompagner un chanteur qu'on a rencontré, qui était d'ailleurs un super chanteur, qui s'appelait Thierry Vincent. Et donc, ils avaient la maison de disques qui était dirigée par Eddie Vartan, qui était le frère de Sylvie Vartan, et cherchait des musiciens pour accompagner le chanteur. Et on se retrouve embringués dans une aventure absolument géniale, parce que moi, j'avais 16 ans, j'avais pas trop envie de continuer à faire des études éternellement, vu que je commençais à avoir compris comment on faisait un accord de sol septième, c'était quand même le minimum vital à l'époque. Et donc, on se retrouve à enregistrer un disque et qui se met à fonctionner plutôt bien. Et puis, ça a commencé à être un peu la folie. Je suis sorti avec Hélène. Dans un café, on s'est assis. Quand je lui ai dit que je l'aime, elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Le lendemain, je lui téléphone. Elle me dit que tout est fini. Oh les filles, elles me rendent ma peau. Oh les filles, ma gilet est trop. Et alors ça, c'est le premier concert qu'on avait fait avec les Pingouins à Marly-le-Roi, sur la petite place où il y avait des gens. Et le batteur qui est là, qui n'était pas notre batteur habituel, s'appelait Rachid Ouari, et après est devenu le batteur de Gong. D'accord. Et là, on voit que tu es bassiste Voilà. à l'époque. Alors ça, c'était le style qu'on avait à l'époque des Pingouins, ouais. Le style assez Citroën Rosalie, Campi, enfin, c'était assez marrant. Et donc, ça, c'est la suite. Quand le groupe a commencé à diminuer un peu en activité, parce que ça a duré très très peu de temps, la période de Pingouins, c'est le twist, donc c'est 1 an et demi après le chanteur. Il y a eu combien de disques des Pingouins exactement? Il y a eu 2 45 tours chantés et un 45 tours instrumental que je ne recommande à personne. Voilà. C'était pas une grande utilité à réécouter aujourd'hui. Des pièces à trouver pour les collectionneurs, hein, Des quand pièces même. à conviction, surtout. Et donc, à la fin de cette aventure fabuleuse des Pingouins, parce que l'aventure des Pingouins, c'est quand même terminé, on change après, par une tournée triomphale au Cirque Pinder, à accompagner Danny Boy, qui avait un groupe de twist qui s'appelait Danny Boy et les Pénitents. Oui. Danny Boy s'était frité avec les Pénitents, donc on s'est retrouvé à l'accompagner, parce que nous, notre chanteur étant à l'armée, on n'avait pas de chanteur. Une tournée de cirque de 40 jours. Ça, c'est un grand souvenir. Je suis rentré chez moi, j'ai dit, je ne veux plus faire ce métier, plus jamais. Donc le Cirque Pinder a été une expérience quand même. Mais disons qu'on était gamins, quoi. Et puis les gens du cirque étaient des gens assez très très durs. Mmh. Mais il y avait quand même une ambiance assez fabuleuse dans les équipes de montage du cirque. Pas dans les artistes, mais toute l'équipe qui était autour, c'était des gens qui pouvaient travailler là sans avoir de papier, il fallait juste qu'ils fassent leur boulot. Et il y avait une entraide et une sympathie très forte avec ces gens-là, mais pas du tout avec les artistes, en fait, qui nous détestaient parce qu'on avait 15 ans, on gagnait plus qu'eux, et puis on faisait gling-gling, on jouait des accords faux. Enfin, faut être compréhensif. Il y avait une raison. Donc après les Pingouins, très rapidement, tu deviens... le groupe se dissout. Ouais. Chacun prend un peu son chemin de chaque côté. Et je commence à tourner en rond. Et mon père, une troisième fois, me dit, j'ai un gars à côté de chez moi là, qui voudrait monter un studio à Paris. Il cherche un jeune débutant. Tu veux pas aller postuler? Je lui dis, mais je veux pas faire ce métier-là. Je veux faire de la musique. Et j'y connais rien au truc de studio. Il me dit, mais si, à la maison, tout le temps, tu jouais avec ton magnétophone, avec le magnétophone que je ramenais, tu faisais des montages avec des ciseaux, ça marchait très bien. Tu devrais y aller voir. J'arrive là, je vais voir. Ça, c'est 1963. Donc, on voit déjà un studio d'enregistrement de 1963. Ça n'a rien à voir avec le truc rutilant qu'on a aujourd'hui. Et le gars me dit, vous êtes ingénieur du son? Je dis, oui, alors, voici. Il met une bande sur le magnétophone qu'elle a. Il me dit, allez-y là-dedans, faites-moi un montage, retirez toutes les respirations et tout. J'ai tellement fait ça pour m'amuser quand j'étais môme. Vous avez... Vous êtes engagé. Et je me retrouve dans ce truc. Il n'y avait personne, jamais personne rentrait là-dedans pour enregistrer, à part des cours d'espéranto. C'est pas très amusant, surtout quand je parle pas espéranto. Donc, monter dans l'espéranto, j'avais quand même besoin d'un guide. Les coupes étaient aléatoires. Mais c'était inouï. J'ai enregistré toutes les formes, ça par contre c'était bien, toutes les formes de musique qui existaient sur Terre,
Comme c'était un tout petit studio pas cher, il y avait plein de gens qui venaient. Alors, il y avait des musiques pour faire des bandes-sons pour des gens qui faisaient du théâtre, du patinage artistique, des groupes ethniques de tous les pays de la Terre. Je les ai enregistrés. C'est tout ce qu'on peut enregistrer avec un micro, je l'ai fait. Et c'était pas drôle du tout, en fait. Mais j'avais du temps, quand il n'y avait personne, c'était assez courant, brancher ma guitare, faire des expériences, essayer de comprendre comment éventuellement, rêve inaccessible, le son des disques pourrait être meilleur. Et du coup, je me suis retrouvé à être carrément pris par cette passion du son, alors que c'était pas ma vocation au départ. Ma vocation, c'était de comprendre comment ça marchait pour pouvoir faire de la musique. Et combien de temps tu as travaillé dans ce studio? Alors, dans ce studio, je suis resté de 1963 à 1971 quand même. Quand même. 8 ans. Un temps de formation vachement important. Très très long. Ouais. Je vous dis très. Alors ça, c'est très drôle. C'est ma première session d'enregistrement. Et donc, vous voyez, quand même, je suis très tendu. Oui. Et j'avais autour de moi des gens qui ne comprenaient pas ce que je faisais, moi non plus d'ailleurs, et qui essayaient vainement d'entendre la voix du chanteur qui ne l'entendait pas. Et je ne sais pas qui a pris la photo, mais elle traduit quand même ce que peut être le stress d'un ingénieur débutant qui se dit « qu'est-ce que je fais ?» On ressent une certaine angoisse et une certaine interrogation en arrière-plan. C'est inquiétant, quoi. J'avoue que c'est un truc... Ça, c'est un peu plus tard. Ça commence à aller mieux. On avait refait tout le studio. Et là, on arrive pré-période chevelue. Ça, on doit être là en 66, 67. Et là, ça commence à devenir intéressant parce qu'il y a toute une nouvelle musique qui arrive, plein de groupes bizarres, d'odeurs bizarres aussi qui arrivent. Et ça, c'est la première vraie console que j'ai fabriquée qui marchait vraiment bien. Cette console, si tu veux, elle est arrivée comme ça ou tu l'as fabriquée? Non, je l'ai entièrement fabriquée. Tu l'as fabriquée? À l'époque, ça coûtait trop cher d'acheter du matériel tout fait, donc on faisait les plans, on faisait faire toute la partie tôlerie, mécanique et ça, et on achetait des modules qu'on voit qui sont enclenchés derrière. Ça, c'était fait. Mais par contre, tout le câblage derrière, c'était pour ma pomme, quoi. Donc, c'est grâce à cette machine que j'ai entendu la première fois quelqu'un marcher sur la Lune à 6h du matin. Pour la petite histoire, j'ai déjà vu encore récemment Dominique sous les consoles en train de bidouiller, de refaire des choses. Voilà, c'est une histoire sans fin dans le sens où il est toujours à l'affût de tout ce qui est technique. Donc c'est une merveille. Le jour où on a réussi à apprendre à maîtriser un fer à souder, la vie change. Car pour faire de bricolage électronique, si on n'a pas la maîtrise du fer à souder, on ne peut pas construire, on gâche tout et ça coûte encore plus cher que de... Ouais. Voilà. Donc après cette période-là, il y a une période un peu plus intéressante où il y a commencé à y avoir une musique qui évoluait. On est fin 60, 66, 67, 68. J'arrive à faire mon premier enregistrement commercial avec un groupe incroyable qui s'appelait Gong, et un chanteur qui s'appelait David Allen, et c'était les débuts des odeurs étranges qui circulaient dans le studio, dans la cabine, et des gens qui étaient un peu en apnée, comme ça, qu'on ne comprenait pas du tout ce qui se passait. La femme de David Allen était assez mystique, enregistrait des chats, et il faisait des boucles de bande magnétique avec des chats qui... Gilly Smith, ça. Qui mettait dans l'écho, qui faisait... pendant des heures, c'est quand même étrange comme musique, mais ça changeait un peu des cours d'espéranto, faut être honnête, c'était plutôt pas mal. J'imagine. Parce que là, le gong, c'est quand même une musique entre le progressif et le psychédélisme, bien allumé quand même. Et donc, oui, quelques mois après avoir fait cet album pour le truc de gong, le gars avec qui je travaillais, qui était un mec très sympathique, qui avait une émission de radio qui s'appelait Bouton Rouge, c'était Pierre Lattès, qui était un producteur de radio et télévision. On faisait pas mal de trucs, de free jazz et tout au studio avec lui. Puis un jour, il me dit, j'ai été voir un gars, il faut absolument que tu viennes avec moi, qu'on a déjeuné avec lui, c'est incroyable, il a un truc à 20 km de Paris, il a un château qu'il a transformé en studio, il habite dedans, et c'est un compositeur de musique, je n'avais jamais entendu parler de lui. Il s'appelle Michel Mang, tu vas voir, c'est un mec absolument fou, et il cherche quelqu'un, et tu devrais venir voir, parce que moi je m'ennuyais vraiment là où j'étais.
On va déjeuner chez Michel Magne, qui était effectivement un mec génial, complètement fou, mais un artiste 100% illuminé, et qui avait fait un magnifique studio d'enregistrement dans le grenier de sa maison pour enregistrer ses trucs à lui. Et il aurait rêvé, vu qu'il voyait que la musique commençait à évoluer, la pop musique commençait à naître en France, il avait envie que son studio existe. Et j'arrive là, moi je venais de mon petit endroit, ça, l'endroit derrière c'était sa maison, et ça c'était une partie du jardin. Et on va dans le studio, on regarde, et je dis, mais c'est incroyable d'avoir construit un truc pareil, c'était vraiment beau quoi. Le seul truc c'était à 22 km de Paris, ce qui est pas loin, mais pour l'activité qu'on avait nous, il y avait un rythme de travail très précis, 9h midi, 13h, 16h, 17h, 20h, 21h, minuit. Parce que les musiciens venaient, et comme les musiciens de l'époque, ils gagnaient leur vie à faire le plus de séances possible, ils allaient dans tous les sauts de Paris. C'était des gens qui travaillaient soit à la Garde républicaine, soit à l'Opéra. Le soir, ils faisaient l'Opéra, et la journée, ils faisaient le studio. Et donc, je me disais, bêtement, en pensant à la musique qu'on faisait à l'époque, jamais les musiciens vont faire 22 km pour aller travailler un matin dans un studio à l'autre bout de Pontoise, alors qu'ils doivent être à midi à Paris. Mais en même temps, il y avait cette nouvelle musique qui arrivait, la pop musique, les musiciens chevelus, le rock était devenu un truc un peu underground, et on avait perdu le côté variété de tous les anciens chanteurs de yéyé qui étaient devenus des chanteurs de variété en fait. Et en revenant de chez Michel Magne, je me dis mais quand même un jour, si jamais la clientèle devenait plus orientée vers des groupes qui ont des rythmes à eux que des musiciens en blouse blanche qui font leur partition, ça pourrait être jouable. Je mets ça dans une idée de ma tête, et un soir, Michel Magne m'appelle et me dit « Écoute, j'ai vu que tu avais bien aimé le studio, là on est en train d'enregistrer un album avec Eddie Mitchell et un ingénieur du son anglais, qui était d'ailleurs très très connu à l'époque, mais ils sont en retard, l'ingénieur anglais doit rentrer en Angleterre, est-ce que tu pourrais pas venir après ton boulot le soir nous dépanner, et ça te permettrait de voir un peu comment ça marche et tout ça ?» Je saute sur l'occasion. Je me fais une semaine de ça, et là je découvre que le studio, mais franchement, de tous les endroits que je connaissais dans Paris, avait un son, mais unique, incroyable. Tout était facile. On mettait un instrument, un micro devant, et tout sonnait bien. Et donc, ça m'a vraiment mis un coup sur la tête. Je suis rentré à Paris, j'ai réfléchi. Magne m'a rappelé une semaine après. Il m'a dit « Tu veux vraiment pas venir travailler chez moi ?» Je dis « Écoute, tu m'offres la moitié de mon salaire, mais je viens quand même. Parce que je suis sûr qu'il y a un truc qui va se passer. » Et là, on arrive en mars 71. Voilà, et c'est là que tu intègres le château d'Hérouville. J'arrive au château d'Hérouville, ce fameux studio qui était un peu en début, parce qu'il n'était pas connu, mais il avait déjà fait pas mal de choses, Magne, dans son coin. Et coup de bol, au niveau du timing, c'est le moment où il y a eu vraiment les premiers groupes de pop françaises qui ont commencé à apparaître. Et l'idée d'aller enregistrer à 20 km de Paris, de pouvoir dormir sur place, de pouvoir manger sur place, de ne pas avoir la maison 10 sur le dos 24 heures sur 24. Et ça a été un rush, mais auquel ni Magne ni moi ne s'attendaient. Donc, je n'ai pas regretté, parce que de toute façon, comme j'étais aussi appointé sur les heures supplémentaires qu'on faisait la nuit de ça, j'ai retrouvé le même salaire avec un truc ultra passionnel, d'une musique nouvelle et de conditions de travail. Tout le monde était content. Et mon ami Magne me dit « Ah ben là, je suis content, je suis soulagé, je vais prendre une semaine de vacances à Saint-Paul-de-Vence. » Il connaissait tous les arts contemporains de l'époque, il était pote avec tous les artistes. Il part à Saint-Paul-de-Vence, il revient une semaine après, il me dit « Tu sais pas ce qui m'est arrivé ?» Je dis « Non, j'ai rencontré le bassiste des Rolling Stones, Bill Wyman, qui est en train d'enregistrer avec le camion des Rolling Stones Exile on Main Street à Villefranche-sur-Saône. Ouais, la villa. Et il est venu, on a papoté, il est venu à la galerie, je lui ai montré mes trucs, et je lui ai dit que j'avais un studio, il m'a dit « Génial, je vais passer la semaine prochaine te voir. » Je lui ai dit « Écoute, franchement, il y a d'autres moyens d'être illuminé. J'y crois très peu à ton histoire, mais bon, si tu dis qu'il viendra, on verra bien, quoi. » Et la semaine prochaine, le gars, il vient. Et là, j'ai le bassiste des Rolling Stones devant moi qui visite le studio et qui dit à Michel Magne « C'est génial cet endroit. Je viens la semaine prochaine avec un groupe que je produis, on va prendre un mois de studio, on va faire un album là. » Je dis oui, et j'écoute, parce qu'il ne parlait pas un mot de français. Moi, je parlais très mal anglais. Et Magne lui dit, mais tu viens avec quelle équipe? Parce qu'en général, les Anglais venaient avec leur ingénieur, leur producteur, toute l'équipe.
Il se retourne quand même, il dit le gars, là, il a l'air sympa, on va le faire avec lui. Je dis bon, ok, super. Alors, géniale immersion. Je crois que j'ai jamais souffert de ma vie autant. Je parlais pas un mot d'anglais, il parlait pas un mot de français. Les musiciens jouaient, mais à un niveau sonore mais inouï. Et lui entendait pas assez bien dans la régie le son des enceintes, les deux enceintes comme ça. Il a fait monter la sono du groupe dans la cabine. Fait que moi, je n'entendais plus rien qu'un son inouï. Et au bout de 15 jours, le truc était fini et j'ai vraiment cru que j'avais fait le pire enregistrement de toute ma vie entière et que j'allais être viré, en fait. Quand il a écouté, il partait avec les bandes magnétiques pour les mixer le truc dans le camion des Rolling Stones. Et je me suis dit, quand ils vont ouvrir les trucs, ils vont écouter, ils vont dire, mais qui c'est le clown qui a enregistré ça? Il faut vite l'éliminer de cette profession, et c'est une folie, quoi. Il téléphone effectivement à Mag en disant qu'il n'a jamais entendu un son pareil de sa vie, que c'est incroyable, que le son est dingue, c'est fabuleux, et qu'il va refaire un autre album 2 mois après avec John Walker. Il y avait un groupe à l'époque qui s'appelait les Walker Brothers. Et il y avait un des 2 Walker qui faisait un album solo, qui produisait, et rebelote, même succès. Et 2 mois après, tous les Anglais et les Américains de la planète sont venus dans ce fameux château d'Hérouville pour enregistrer pendant 3 ans. Et j'ai vécu une aventure mais inouïe, de trucs mais complètement fous. On ne dormait plus, c'est pas trop grave, dormir 3 heures par nuit et faire 21 heures de trucs géniaux, c'est carrément fou. Et donc cette image, c'est l'image d'un groupe américain qui s'appelait le Grateful Dead, qui était un groupe subversif américain des années 70, absolument magique, de San Francisco. San Francisco, qui devait faire un concert que Magne avait organisé plus ou moins avec un couturier parisien qui s'appelait Jean Bouquin et qui avait fait un festival à Auvers-sur-Oise, un petit festival comme le festival de Woodstock, mais un tout petit. Et il avait récupéré plein de groupes du monde entier, dont les Grateful Dead, qui venaient pour la première fois jouer en France. Je vais la raconter courte, parce que c'est une histoire qui pourrait durer 2 jours entiers. Orage, rien n'était prévu pour accueillir le public qui était dans des champs, devant la scène qui était dans des champs. La scène dans la boue, le camion qu'on avait construit pour enregistrer un peu noyé, le piano de Magne sous la flotte. Et donc, c'était un tel désastre que Michel Magne a dit au groupe, le Grateful Dead, venez au château pendant 3 jours, et puis comme ça, on va s'amuser pour qu'il n'y ait pas un trop mauvais souvenir de France. Et les autres, ils étaient tellement contents qu'ils ont dit, pour te remercier, on va faire un concert dans ton parc. Et ils ont monté toutes leurs sonos, et le soir, c'est le 21 juin, je pense, le soir de l'été, ils ont fait ce concert inouï dans le parc du château d'Hérouville, avec un public très limité, parce qu'il y avait les gens qui ne pouvaient pas rentrer, ils étaient coincés à Auvers-sur-Oise, mais quelques journalistes, 2 ou 3 émissions de télé qui ont été filmées, dont Pop 2 avec mon frère, et ça a été un concert inouï qui a duré jusqu'à 2h du matin. La démesure était sans limite. Le Grateful Dead était connu pour jouer très très longtemps. Très fort et avec beaucoup d'herbes, entre autres. Et donc, à titre indicatif, tout le monde était un peu élevé en termes d'inspiration. Même les pompiers qui avaient été délégués par le préfet pour surveiller la place qu'avait quand même la caserne des pompiers, avait envoyé un camion de pompiers, des gendarmes, parce que le Grateful Dead étant un groupe activiste était sur écoute, le château était sur écoute, il y avait des camions de gendarmes un peu partout, des fois qu'il y ait une manif, on ne sait pas. Et donc du coup, à la fin de la soirée, les pompiers sautaient tout habillés dans la piscine. C'est vous dire. Et les paysans d'Hérouville, pendant 2 semaines, ont fait des sillons obliques dans leur champ. C'était absolument magique, magnifique. Super aventure. Et donc, là, on voit une photo de l'enregistrement de David Bowie à Hérouville, dont je faisais babysitter, mais c'est pas moi qui l'ai enregistré. Alors, c'est à l'époque de Pin-Ups, l'album Pin-Ups. Exactement. Ouais. Le garçon qui est au milieu, c'était mon assistant qui s'appelait Andy Scott, il s'appelle toujours Andy Scott d'ailleurs, qui a débarré au château d'Hérouville. Et puis, une photo après, où là, je suis avec
Tony Visconti qui est là-bas, Ouais. Pierre Lattès qui est à droite. Et ça, c'est le jour où T-Rex avec Marc Bolan Marc Bolan, ouais. sont venus enregistrer une émission de télé, parce qu'il y avait beaucoup de tournages d'émissions de télé, ils passaient à Paris. Et quand Tony Visconti a entendu le son du studio, il a dit « Je fais le prochain album de T-Rex ici ». Alors moi, les bras m'en sont tombés, parce que pareil, quelle équipe, lui là, il est pas mal comme ingénieur, on va le prendre lui. Et donc je me suis retrouvé à faire cet album de T-Rex, et pas mal d'autres aussi, et c'était quand même... Oui, parce que là, effectivement, dans les années 70, ça défile. Alors ça, c'est une toute première photo promotionnelle que Michel Magne avait fait, on est tous les deux dans la régie. La photo est étrange, le mec est très fort parce que tout est net. Et en fait, on enregistrait l'album de Magma, 1001 degrés centigrades, qui était le premier album de musique avant-gardiste de l'époque qu'on a enregistré au château. Ça, c'est en mars 71, tout début. Je vous vois encore un document. Alors ça, c'est Andy Scott à gauche et moi à droite. On est un peu comme ça, parce qu'en fait, on dormait pas. En fait, on prenait rien, mais on dormait pas. Donc du coup, ça faisait des nuits super courtes. Quand les nuits étaient trop courtes, je rentrais pas chez moi, je dormais sous la console. Ouais. Et j'étais réveillé le matin par la... Ouais, c'est une époque passionnante, donc effectivement, oui. le sommeil était passé au dernier plan. Ouais. La cabine du château d'Hérouville, la cabine d'enregistrement en 1971. Alors, cette table de mixage avait été construite à la main par mon prédécesseur. C'était pas une machine très excitante en termes d'apparence, mais elle avait un super son. Et je me souviens très bien que, justement, le jour où les premiers Anglais sont arrivés au château, eux, ils travaillaient sur un matériel beaucoup plus sophistiqué. J'étais assez persuadé que ça allait être un frein. Ouais. Et le premier ingénieur qui est venu, c'était l'ingénieur d'Elton John, Ken Scott. Il a regardé et dit « Oh ouais, c'est chouette ce truc-là ». Pour cet album-ci, qui s'appelle Honky Shacto, de l'Elton John. Et donc, ça a été jusqu'à mi-74, jusqu'à septembre 74, 3 ans non-stop de la meilleure école qu'un ingénieur du son puisse avoir au monde, c'est-à-dire travailler avec les meilleurs artistes, les meilleurs producteurs. Et je ne comprenais pas ce que je faisais en fait, parce qu'ils savaient tout faire ces gens-là. Et un jour, je demande à Tony Visconti, mais à quoi je sers en fait ? Il me dit, tu es mon interface. C'est-à-dire, j'ai une idée dans la tête, je peux le faire à ta place, mais j'ai plus de choses à faire, à demander aux musiciens de jouer mieux ceci, mieux cela. J'ai besoin de quelqu'un qui sait que quand j'ai envie d'avoir un micro qui fait quick, qui comprenne aussi qu'il le fasse tout de suite. Le rôle de l'ingénieur du son, c'est ça. Et moi, j'étais hyper surpris en me disant, mais en fait, on est des intermédiaires qui captons la vibration des musiciens, capter la vibration du producteur, qui lui sait ce qu'il veut entendre sur le disque, et faire en sorte qu'il n'y ait jamais d'inertie entre les deux. Et c'est absolument épuisant, mais passionnant, parce qu'on apprend des choses qu'on ne pourrait jamais apprendre. Par exemple, avant de travailler au Château d'Hérouville, j'avais des clients qui me disaient « Le son de ma guitare, je ne l'aime pas. Tu ne veux pas tourner les boutons de ta console pour qu'elle soit mieux ?» J'ai dit « j'ai l'impression que ça ne change rien, quoi. » Il disait « Bon, le son est mauvais, l'ingénieur est mauvais. » Et puis, la première fois que j'ai travaillé avec les Anglais, dont, à l'occurrence, Elton John, qui avait une équipe de musiciens, mais incroyable, la question s'est posée. Le gars qui était à mes côtés, c'était un ingénieur américain qui avait fait un album qui venait de sortir, qui était anglais, pardon, qui venait de faire le premier disque d'America, Horse with No Name, et on l'écoutait au studio. Le son, c'est inouï. Et le gars, il appuyait sur le bouton de la console, il dit au bassiste, tu peux jouer, s'il te plaît, le mec, gong. Ça ne va pas ce son-là. Et bien, le bassiste, c'est ce qu'il a fait, il a sorti une autre basse d'une autre boîte. Et il a fait ah non, ça c'est trop. Une troisième basse, ding ding, ça c'est parfait. Le gars il a joué, l'autre il a fait tweak, et c'était nickel. Et là, ce jour-là, j'ai compris que le son il vient pas de la machine. La machine elle le traverse, le son traverse pour aller dans l'enregistreur. Mais le son, c'est le gars avec ses doigts et son instrument. S'il a un instrument qui n'a pas de son, il n'y a pas de son. Et aucune machine ne peut s'y substituer. Et ce jour-là, j'ai gagné 8 ans. J'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est trop nul, ça va pas. Et c'était vraiment, ça a été une magie de rencontrer en plus des gens
comme celui dont on a parlé tout à l'heure, Tony Visconti, qui est encore en activité, qui est un immense producteur, qui a fait quand même Bowie et Marc Bolan, et qui disait toujours « Je suis capable de faire le son de mes groupes dans n'importe quel studio du monde, parce que le son, on sait comment on veut l'atteindre. » Et quand l'ingénieur avec qui il travaille ne sait pas comment faire, il lui dit « Regarde, tu fais ça, et voilà. » Et on fait ça, et c'est le cas. Parce qu'en fait, ils ont aussi, comme on l'expliquait tout à l'heure, le talent de pouvoir expliquer aux gens ce qu'il faut faire quand les gens ne savent pas, et pas de dire bon. Est-ce qu'il faut avoir un esprit mathématique pour être un bon ingénieur du son? Non, je pense qu'en fait, il faut surtout avoir une conscience de la musique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça représente la musique enregistrée pour les gens. Ça représente entendre ce qu'ils aiment ou ce qu'ils découvrent, l'artiste qu'ils vont découvrir ou l'artiste qu'ils ont apprécié, dans les conditions idéales qu'ils imaginent. Et les conditions idéales, il faut déjà qu'elles soient idéales pour le producteur qui a réalisé l'enregistrement et l'artiste qui doit être fier de son disque, qui doit pouvoir dire aux gens « Regarde, écoutez ce que j'ai fait, c'est génial ». Et puis, nous, c'est de dire « C'est pas rien quand même ». Mais il n'y a pas une réflexion mathématique ou technique à ce moment-là. La réflexion mathématique et technique, elle n'existe que quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, par exemple, que les gens sont en train de jouer, ça ne va pas. Il faut trouver tout de suite la solution. Pourquoi ça ne va pas? Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est un problème artistique? Est-ce que c'est pas la bonne chanson? Est-ce que les gens n'ont pas bien dormi? Est-ce que la guitare, il faut changer les cordes? Est-ce qu'il faut dire on fait un break, prenez un café, on revient dans 1 heure? Et après, si c'est un problème technique, ça peut arriver ça m'est arrivé. Et ça nous est arrivé avec ma compagne Bénédicte, qui fait le même métier que moi depuis 25 ans maintenant, de se dire à un moment donné, là il y a un immense problème à nous. La machine ne marche pas. Les gens dans le studio ne le savent pas encore, les gens qui sont en train de jouer ne le savent pas encore, mais à un moment donné ils vont se rendre compte que soit ça n'enregistre pas, soit le truc est cassé, et si c'est ce qu'ils sont en train de faire qui doit être définitif, c'est mort, ils ne le rejoueront pas. C'est là où il faut vraiment pouvoir tracer tout de suite quand il y a un problème, si c'est un problème technique, si c'est un micro qui est cassé, si c'est un câble qui est débranché, si c'est un buzz qui vient d'un émetteur de téléphone ou c'est un câble qui a été arraché. C'est là où il faut être futé. Et puis dans les préparations. Donc après l'épisode Hérouville se termine en quelle année? Fin 74, Magne fait une faillite. Et ensuite, tu deviens un peu freelance. Ayant travaillé avec tous ces copains anglais et américains que j'ai rencontrés, ils avaient une façon de travailler qui était très différente de la nôtre. Moi, j'étais salarié du studio, employé par le studio Michel Magne, et eux, ils étaient tous, un terme qu'on ne connaissait pas encore à l'époque, freelance. Donc, ils étaient engagés par l'équipe de production, ils travaillaient sur plein de studios différents, plein de producteurs différents, plein d'artistes différents. Et à la fin d'Hérouville, ce que j'ai vécu là-bas était tellement fort que j'ai dit non, je ne vais pas aller retravailler dans un studio comme celui où je travaillais avant. Ça, c'est impensable. Je vais essayer de vendre mes services comme indépendant. Et en fait, les studios parisiens n'étaient pas du tout préparés pour ça, mais j'avais trouvé une formule intéressante et je leur proposais, comme j'avais l'expérience d'Hérouville, de travailler la nuit où les studios parisiens étaient fermés. Et donc, du coup, qui diminuent de leur facture le montant de ma prestation, comme ça, personne ne payait plus cher. Ils se sont rendus compte que non seulement ça marchait, alors c'est drôle, c'est qu'à une époque, j'avais au mur de chez moi les clés de tous les studios de Paris. Je disais, je suis là, ou 3 dans la journée, puisqu'on faisait la nuit, on arrivait, c'était fini, et on était viré le matin par la femme de ménage qui faisait le ménage pour la séance du matin. C'était hyper marrant. Et donc, c'était une expérience nouvelle. Et là, c'était 75. Donc, de 75 à 80, j'ai passé 5 ans à faire le tour du périphérique avec ma voiture pour aller d'un studio à l'autre. Parce que c'est vrai que les studios étaient bien souvent en bord. Très souvent, il y en avait peu au centre, mais très souvent autour. Ouais. Et donc, on faisait la course sur le périph' qui n'était pas encore limitée pour ne pas arriver trop en retard. Et à cette époque-là, quel est le meilleur studio qu'il pouvait y avoir à Paris? Alors à Paris, il y avait quand même le studio d'Avoue, qui était un cinéma qui était à la porte de Montreuil, qui a été détruit l'année dernière d'ailleurs, qui a été racheté par la ville de Paris. Oui, avec une salle absolument gigantesque. Et c'était un grand cinéma qui avait été transformé en studio par le gars qui avait racheté le château d'Hérouville, Michel Magne. Il y avait évidemment le studio Pathé Marconi qui était à Boulogne, qui était un très grand studio dans lequel tous les chanteurs de EMI et Pathé Marconi ont fait des albums un jour. Et le studio Ferber, qui existait déjà, qui venait d'ouvrir en 72, où j'étais
assez souvent d'ailleurs enregistré là-bas. Et c'était des studios qui travaillaient 24 heures sur 24, parce que la production phonographique était colossale. Au début des années 80, à la fin des 70, on n'était pas encore sur le CD, mais il y avait une production phonographique, mais cosmique, quoi. C'était, les studios ne fermaient jamais. Ils travaillaient nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Après, quand ils ont découvert que les freelance pouvaient remplacer ceux qui avaient travaillé la journée, qui n'étaient pas obligés d'embaucher des gens en plus, c'est devenu un flux continu. Oui, un flux continu, effectivement. Alors ça, c'est en 75, dans un de ces fameux studios où on tournait, où il y avait déjà un matériel